Ça y est, elle est là, la vidéo de la présentation de la modification de la Fra 600 et pour l'occasion, j'ai sorti le bon vieux drap noir. Alors c'est peut-être parce qu'on m'a dit que je te revois plus filmer le salon, hein. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Arsenal. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette lunette que j'ai modifiée moi-même. Ça fait un moment que je travaille dessus. Je vous avais lancé des petits indices sur ce que j'allais en faire, donc on va en parler dans cette vidéo. Bon, clairement, certains se diront peut-être « Non mais t'as pas assez le télescope comme ça ». Vous n'aurez peut-être pas tout à fait tort, mais cette lunette a un but extrêmement précis parce que, la météo où je suis actuellement, j'en ai ras-le-bol. Et oui, pour faire simple, depuis fin octobre, peut-être même début octobre, je n'ai jamais shooté. Allez, peut-être une nuit. Donc le ras-le-bol est arrivé et grâce à un client d'Univers Astro qui m'a donné le tuyau, merci à lui, j'ai trouvé un remote en Espagne où je vais pouvoir mettre ce télescope qui n'est pas trop cher parce qu'il faut savoir que ça tourne généralement entre 300 et 450 euros par mois. J'avais un plan au Chili à 450 euros, mais clairement 450 euros c'était un peu trop cher pour moi. Et pour beaucoup je pense, donc je me suis rabattu sur l'Espagne. Donc ce télescope il va aller chez Trevinca Sky, à savoir que Trevinca Sky n'a plus de place actuellement, ils sont en train de construire un nouvel emplacement pour mettre des nouveaux télescopes, donc c'est là que je vais avoir ma place moi pour cet été. Alors je ne sais pas s'il restera encore des spots, mais c'est quelque chose qui est extrêmement demandé, donc je suis assez chanceux d'avoir une place. À voir si vous êtes intéressé, la place n'est pas très chère, elle tourne autour de 100 euros. Bref, ce projet, je l'avais déjà en tête depuis l'année dernière. Le but premier au début, c'était de monter une team. Voilà, on sait très bien qu'il y a beaucoup de teams françaises qui ont des télescopes un petit peu partout dans le monde, ce qui permet de diminuer les frais pour chacun. Par exemple, si on est 4 dans la team, un loyer à 450 euros par mois, ça nous redescend le loyer à 100 euros par personne. Pareil pour le matériel, ça permet aux gens d'investir chacun dans une partie du matériel et diviser les frais d'autant plus. Donc c'était mon but au début, j'étais en train de regarder qui serait susceptible d'intégrer la team, mais au vu du prix actuel chez Trevinca Sky, je me suis dit autant que je le fasse entièrement moi-même. J'ai revendu un peu de matériel pour pouvoir financer une partie de ça, et j'ai pu avoir quelques petites bonnes négociations, entre autres avec Ascar et Player One. Donc maintenant que le projet est en place, je voulais aussi attendre d'avoir tous les éléments pour vous présenter un petit peu la modification que j'ai fait et bien voir que tout fonctionne. J'ai eu quelques soupçons de nuit claire ces derniers jours où j'ai pu tester l'entièreté du système hormis ici. Alors ici il y aura un panneau à flat, je l'ai testé vraiment en statique, mais je ne l'ai pas mis pour mes tests hier soir. Donc maintenant que tout est là et que tout fonctionne, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus dans le détail. Du coup, on est venu la question, quel matériel je vais mettre là-bas. Voilà, quand on fait du remote, il faut quelque chose d'extrêmement fiable. Il ne faut pas avoir à aller dehors pour faire un réglage de collimation parce qu'on a fait un retournement de méridien. Donc il était hors de question pour moi de mettre mon Orion, mon 250 f4, parce que justement je trouve que la collimation n'est pas assez stable dans le temps. Donc, première chose, c'était partir du coup pour une lunette. Après, quelle lunette? Toujours dans une question de simplicité, je ne voulais pas avoir à régler le back focus. C'est quelque chose que je voulais pas avoir à faire. Je voulais quelque chose qui soit un système Petzval, donc comme la Fra 600 qu'on a ici. Il y avait la possibilité de passer sur une Takashi FSQ 106 par exemple, qui est voilà un petit peu l'équivalent mais de chaque Takashi. On connaît tous la qualité de Takashi, mais aussi on connaît tous le prix. Donc pour tout l'ensemble que vous voyez là, c'est la moitié du prix d'une FSQ 106 de base. Ensuite, la question c'était le diamètre de la focale. Alors moi, là on est sur le bas de ce que je voulais. À la base, je voulais quelque chose qui ait une focale entre 800 et 1000. Donc Ascar, chez qui j'ai quelques petits contacts, n'avait pas de lunettes avec des focales aussi élevées en système Petzval. La plus élevée, c'est la Fra 600. Donc je me suis rabattu là-dessus sur une focale de 600 mm ouvert à f5.6. Bon, du coup, on est quand même pas trop mal. On va pouvoir faire de la grande nébuleuse. Ce sera le but de cette lunette et ce sera pas les galaxies. Donc je me suis dit 600 mm avec des pixels ici de 3,76. On va avoir une bonne résolution et on va avoir quelque chose d'extrêmement cohérent dans l'ensemble. Alors, autre point maintenant qui m'a poussé à changer le système de porte oculaire, je ne voulais pas de système de robofocus
qu'on ajoute au porte-oculaire. Voilà, ça peut créer des flexions supplémentaires par rapport à ce qu'a déjà le porte-oculaire. Donc je me suis dit, je veux partir absolument sur un porte-oculaire robotique. Donc j'avais deux choix, ou le Pegasus ou le Primalus Lab. Le Primalus Lab avait l'avantage d'avoir un focuseur donc 3 pouces qui était avec un coulant. On peut fabriquer facilement des bagues d'adaptation là-dessus. Le Pegasus c'est un petit peu différent je crois, il a un système vissé. Donc qui dit remote dit aussi pouvoir changer le champ, le réglage de l'orientation du champ. Donc il nous fallait aussi un rotateur de champ. Pegasus n'avait pas encore sorti au moment où j'ai lancé le projet son rotateur de champ. Donc bon, j'aurais pu attendre, hein, voilà, mais comme de toute façon j'étais parti pour le Primalus Lab, j'ai tout simplement pris l'ensemble Esato Arco de chez Primalus Lab et j'ai fait fabriquer une bague d'adaptation. Et on va en parler tout de suite. Alors avant de parler précisément de cette bague d'adaptation, j'avais contacté Ascar via le magasin Univers-Astro. Et du coup, je leur ai demandé s'ils avaient la possibilité de me fournir une lunette sans porte-oculaire et à quel tarif. Donc ils m'ont très gentiment dit que oui, c'était possible. Combien ça m'a fait économiser? Parce que si j'ai fait ça, hein, c'est normal, le prix n'est pas le même. Eh bien, j'ai économisé sur cette partie-là à peu près 250 €. Donc c'est pas négligeable, hein, 250 € sur une lunette qui en vaut 2008. Franchement, c'est pas négligeable. Sauf que bon, ben la bague, personne ne la faisait. Elle n'existait pas, j'ai dû me débrouiller pour la faire. J'ai contacté de ce fait le site américain, donc c'est Precision Parts. Donc ils n'avaient pas les références de filetage de ces lunettes, donc en fait c'est moi qui leur ai fourni, c'est moi qui ai pris les mesures. J'ai demandé confirmation à Ascar pour savoir quel type de filetage il y avait. C'est le filetage arrière de la Fra 600, c'est du M114x1. Ensuite, ils avaient déjà les mesures pour le Primalus Lab Esato au niveau du coulant du focuseur. Donc là-dessus, il a juste fallu que je calcule un petit peu ma bague. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et je vais vous expliquer un petit peu la manipulation. Alors, pour installer un focuseur de ce type, il y a plusieurs choses à respecter. Il faut savoir que sur ces lunettes type Petzval, il n'y a qu'une chose à respecter, c'est d'avoir la mise au point. À partir du moment où vous avez la mise au point au niveau de la caméra, vous avez la correction maximale que permet cette lunette. Donc Ascar nous fournit des schémas qui nous donnent une mise au point à l'arrière du porte-oculaire d'origine à je crois 160 mm. Donc avec leur schéma et les mesures qui nous donnent de la lunette, avec la distance où se trouve le point focal, il était relativement simple de savoir, voilà, en enlevant le porte-oculaire, à combien du rebord ici de la bague est notre mise au point à l'arrière. Il y avait une autre chose importante à savoir, c'est que moi je voulais pouvoir guider au diviseur optique. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une bague à longe. Et ici, j'ai le diviseur optique. Si je ne mets pas de bague à longe, le diviseur optique va taper dans le rotateur. Il n'est pas possible d'utiliser un diviseur optique si vous ne mettez pas une bague à longe après l'arco ici. Donc, en sachant ça, il fallait que je calcule une distance de bague d'adaptation pas trop longue pour avoir directement la mise au point avec la caméra et pas trop courte non plus pour éviter de rajouter ici 15 cm de bague à longe. Donc, il a fallu trouver un petit peu un compromis entre tout ça. Donc ici, j'ai utilisé une allonge de 5 cm. Voilà, par rapport à tous les calculs que j'ai fait, je savais que derrière, j'aurais 40 mm de marge. En prenant aussi en compte que l'Esato n'a une plage de mise au point que de 25 mm. Donc ce que je voulais, c'était d'avoir la mise au point à peu près à mi-chemin de la mise au point possible de l'Esato. Quand on mélange tout ça dans notre panier, qu'est-ce que ça donne? Une bague ici au filetage M114x1. Une longueur de bague de 50 mm. On prend la distance ici, bien sûr, c'est ce qu'il faut mesurer de l'ensemble Esato Arco. Et ici, ça nous donnait une bague à longe de 40 mm. En comptant, bien entendu, le back focus de 55 mm en plus. Voilà, du capteur au diviseur optique. Ah, ça en fait des choses à calculer, hein. Et il ne faut pas se tromper. Sauf que bon, on n'est jamais sûr de rien. Le seul moyen de savoir si c'est bon, c'est d'aller encore tester ça sur le ciel. C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire ces 2 derniers jours et je tombe à une mise au point de l'Esato à 13,5 mm. Nickel!
Du coup, je ne pouvais pas mieux en tant que mise au point par rapport à ce que permet en sortie notre Esato. Donc franchement, je suis hyper content que tout soit cohérent comme ça. Ça va faire un setup qui est propre, c'est extrêmement important en remote, il faut que tout fonctionne bien. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que ce soit simple. Voilà. Et dans un but de simplicité, vous pouvez le voir ici, j'ai pris un Eagle. Là, vous allez me dire, t'as pris que du Primalus Lab. Oui, parce qu'il y a une chose qui est importante à savoir, et d'ailleurs je n'aime pas du tout ça, c'est-à-dire que ici le rotateur de champ ne fonctionne que sur du matériel Primalus Lab. Voilà, ça c'est dit et c'est important à le savoir, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser ici avec un Esato ou un Senso Sesto, parce qu'ils ont aussi quelque chose qui m'énerve, des câbles propriétaires. Si vous n'avez pas ce câble-là, que vous ne l'achetez pas chez Primalus Lab, vous n'en aurez pas. C'est Primalus Lab. Encore une chose, les alimentations de l'Eagle, ils sont aussi propriétaires. C'est-à-dire, ici, on va avoir deux alimentations 3 ampères et deux alimentations 8 ampères. Et en plus de ça, les 8 ampères ne sont pas les mêmes que les 3 ampères. Ça commence à faire beaucoup quand on y réfléchit. Parce qu'au début, je ne savais pas et je me suis fait avoir. Forcément, j'ai des câbles en trop, du coup maintenant, ça va pas. Donc pareil pour l'alimentation secteur, la prise ici d'alimentation de l'Eagle, c'est un câble propriétaire. Bref, si vous n'achetez pas tout Primalus Lab, ça marchera pas. Et ça, vous le savez sûrement maintenant parce que j'en parle assez avec ZWO et Lazier, c'est quelque chose qui m'énerve. Sauf que le Eagle, c'est un mini PC qui tourne sous Windows, contrairement à ZWO qui fait tourner leurs Azier sur un Raspberry et qui limite l'utilisation de leur Azier aux caméras ZWO. Ici, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel, n'importe quel matériel. Vous pouvez utiliser une caméra Player One, une caméra de guidage Starlight Express, une roue à filtre Attic, peu importe, ce sera compatible. Et vous allez pouvoir y mettre aussi n'importe quel logiciel que vous avez envie. C'est un ordinateur, c'est un mini PC. Un mini PC plus. Hein, parce qu'on va retrouver le GPS, on va retrouver un tas de ports USB, des alimentations pour tout le matériel, des alimentations aussi, alors c'est où? C'est là, pour les résistances chauffantes. On va avoir aussi ici un SQM meter, il est Wi-Fi. Bref, il est totalement complet, c'est un outil formidable. Donc pour ce projet, je ne pouvais pas faire autrement que d'utiliser un Eagle parce que c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Alors pour continuer de parler de l'Esato, j'ai découvert quelque chose en l'utilisant. C'est-à-dire normalement il doit être alimenté en 12 volts. Donc il y a un moment où je me suis trompé de câble parce que ici le câble d'alimentation de l'Esato c'est du 5.5.2.5. Forcément moi pensant que c'est du 5.5.2.1 classique, j'ai acheté du 5.5.2.1 et ça va pas. Voilà. Donc après j'ai voulu le brancher sur le 8 ampères parce que j'avais celui-là de libre. Et forcément c'est là que je me suis rendu compte que entre le 8 ampères et le 3 ampères c'était pas les bons câbles. Putage de câbles. Voilà, hein, franchement des fois on se tire, voilà, ça nous fait dépenser de l'argent, on se trompe et ça nous frustre. C'est assez embêtant. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que quand je branchais ici les atos sur un câble, donc c'est ici c'est de l'USB-C Power, donc haute intensité, hein, si on peut dire ça comme ça, et bien les atos ils marchent. Si on le met sur un port USB classique, ça marche pas. Donc en fait, il détecte automatiquement la puissance qu'il a à l'entrée du port USB, ce qui nous évite en fait d'avoir un port d'alimentation en plus. Et d'après tous mes essais que j'ai fait ces derniers jours, ça marche bien. Voilà, donc en fait, je ne vais pas avoir besoin de câble pour l'alimentation en 12 volts. À savoir aussi, c'est que l'Esato peut être piloté directement par application parce qu'elle est Wi-Fi. Il est Wi-Fi ce petit focuseur. Voilà, vous pouvez vous connecter avec une application et faire la mise au point directement avec votre téléphone. Ça peut être pratique si vous décidez par exemple de le mettre sur un Schmidt Cassegrain pour du planétaire par exemple. Vous allez pouvoir jouer un petit peu dessus. Mes essais de hier ont montré quand même qu'il y avait un petit peu de backlash. Bon, à la base, le but c'était que j'en avais le moins possible. J'en ai moins quand même que sur certains que j'ai pu avoir, mais j'en ai un petit peu quand même, autour de
de 0,1, 0,150 mm. Voilà, il faut que je peaufine, mais à 0,150 mm de backlash, il suffit de le rentrer dans l'ordinateur, hein, ça se règle très très bien. Après on n'en parle plus. La mise au point revenait correctement comme il fallait. Alors pour la fixation de tout l'équipement et de la lunette en elle-même, je suis parti sur une queue d'aronde de 320 je crois. Et ici pour la fixation de l'Eagle, je pouvais pas le mettre directement sur les colliers parce que c'est pas des colliers Primalus Lab. Parce que là c'est pareil, si vous achetez les colliers Primalus Lab, vous avez les trous qui vont bien pour accrocher directement l'Eagle. Alors, une petite chose sur le Eagle encore, ici vous avez le petit lens du SQM Meter et en fait vous en avez deux de SQM Meter en fonction de l'endroit où vous pointez et dans quel sens vous mettez le Eagle. Donc vous pouvez le mettre ici et vous activez directement dans les paramètres du Eagle ici. Donc pour l'instant moi je l'ai laissé là parce que j'en avais pas l'utilité, je le mettrai dans le bon sens le jour venu. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite review complète de Eagle, ce sera facile à faire forcément maintenant que je l'ai. Donc un petit commentaire et n'oubliez pas aussi le pouce bleu, l'abonnement et la cloche si cet épisode vous intéresse, ça me fera extrêmement plaisir. Alors pour reparler de l'optique en elle-même, eh bien ici la FRA 600 est censée proposer une correction de cercle d'image à 60 mm. Donc c'est censé couvrir largement un full frame, c'est pour ça que je suis parti donc sur un full frame, histoire aussi d'avoir le plus grand champ possible, parce que du coup cette lunette sera forcément très orientée nébuleuse. Et je suis parti donc sur une Player One Zeus 455M, c'est le full frame de chez Player One. À savoir que Player One sponsorise ce setup, on en reparlera parce que derrière il y a un autre petit projet aussi que je vous parlerai dans le moment venu, hein, et c'est pas tout de suite que ce sera mis en œuvre. Mais voilà, à savoir donc que Player One participe à ça et je les remercie beaucoup d'avoir pu faire ce geste. Ils m'ont fait une réduction, ils m'ont pas offert la caméra, ah ça aurait été trop beau. Mais voilà, il y a un bon geste de leur part sur la caméra, donc c'était important que j'en parle quand même. Ceci dit, il fallait quand même vérifier qu'il n'y ait pas de tilt engendré par l'ensemble du matériel. Il fallait aussi voir que les lentilles intérieures soient pas pincées, que voilà, que tout soit correct, que la lunette n'ait pas de problème. Ça peut se voir facilement sur les images. Et bien du coup, le seul moyen de vérifier ça, eh bien, c'était encore de pouvoir faire un petit test. C'est ce que j'ai fait hier soir, j'ai fait quelques petits clichés à travers les nuages, entre deux nuages, voilà comme je pouvais. J'avais fait un test la veille aussi, mais ça a été une catastrophe de météo, des nuages d'altitude pas possible. Là, j'avais quelques petits trous assez clairs pour pouvoir faire des essais. Donc j'ai pu faire quelques petites pauses de 300 secondes, d'ailleurs avec la nouvelle monture qui a très bien fonctionné avec un RMS entre 0,4 et 0,6 secondes d'arc. Donc parfait pour bien vérifier que la lunette corrige bien. Et du coup j'ai fait la nébuleuse du cœur. On peut voir que le champ prend la nébuleuse du cœur en entière, avec la nébuleuse du poisson. Et on peut voir quand même que les angles sont vraiment très très bien. À savoir qu'on va retrouver dans l'angle haut gauche et haut droit un petit peu de coma. Alors peut-être un petit peu de tilt dans cet axe là. Mais franchement ça reste quand même très bon. Je suis très satisfait de ces premiers essais. Alors est-ce que j'irai peaufiner ce tilt si c'en est vraiment? Je ne sais pas, je suis pas forcément bon et c'est un réglage qui me saoule énormément. Donc je pense que je vais laisser comme ça parce que je vais avoir tendance plus à dérégler qu'à régler. Donc au bout d'un moment ça sert à rien, quoi. Ce petit défaut sera largement corrigé par une petite déconvolution qui sont maintenant extrêmement performantes avec Blur Exterminator par exemple, ça va me corriger ça en 2-2, surtout qu'on peut voir quand même que ce n'est pas un défaut qui est énorme. Voilà, c'est un petit défaut, il est là, on le sait, et on n'a qu'à faire avec. S'il y avait vraiment un gros défaut de tilt avec une déformation nette des étoiles, bon, je dis pas. Mais là, franchement, je suis extrêmement satisfait du système comme il est maintenant. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé voir la modification que j'ai fait sur ces lunettes et que peut-être ça donnera des idées à d'autres. J'espère aussi que ce projet vous plaît aussi, d'envoyer une lunette et de participer à travers moi à ce projet, d'envoyer tout un setup complet en Espagne. Il y aura forcément plein d'autres vidéos. Voilà, j'ai hâte de vous montrer le voyage que je ferai pour y aller. Il y a 12-13 heures de route, l'installation là-bas, le site en lui-même. Bref, ça me fait penser à une autre vidéo ça. Allez donc voir aussi la vidéo d'astronomie pratique qui est sur un projet équivalent au mien. En fait, elle m'a largement devancé sur le projet
Mais le mien était en parallèle sans qu'on se soit concerté, à vrai dire. Sauf que je crois que elle est partie plus dans le sud de l'Espagne. Bref, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel et à bientôt sur Astronaute.